L'aventure de la presse yiddish. Une série de 15 émissions proposées par Henri Minzeles et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série réalisée avec le concours de la Fondation Doron. Journaux yiddish en Pologne. Les premiers journaux ont apparu très vite en Pologne dans l'entre-deux-guerres, c'est en 1920. Nous avons déjà une statistique qui me paraît assez importante, puisque en 1920, on compte environ 200 journaux, ce qui est quand même pas rien, en yiddish, dans lesquels il y a des hebdomadaires, des quotidiens, des mensuels, des journaux qui paraissent à des dates plus ou moins indéterminées, des journaux scientifiques, des journaux politiques. D'ailleurs, la période a été très politisée, ça on y reviendra. Il y en a quand même dans les années 20, en 1920, il y a environ 200 périodiques. Et puis, j'ai une statistique, j'aime ça, je m'en excuse. En 1926, il y a 20 quotidiens, 57 hebdomadaires et 34 mensuels. Et en 1935-1937, qui est vraiment l'âge d'or de l'époque, bien que la situation soit assez préoccupante, c'est la montée des périls, c'est le fascisme qui arrive, on a l'exemple de ce qu'il y a en Allemagne, de ce qu'il y a en Italie, de ce qu'il y a en Union soviétique, etc. Il n'en demeure point moins vrai, et ça c'est une constante qu'on verra chez les Juifs, malgré les écueils, malgré, disons, ce qui se passe alentour, malgré la montée des périls, on note à cette époque-là 27 quotidiens, une centaine d'hebdomadaires, 24 bimensuels, 58 mensuels et 16 à périodicité indéterminée. Il n'y a pas eu de regroupement de type capitaliste. Il y en a eu, mais enfin, non. Il y en a eu, mais très peu. En général, chacun observait... avait son identité, avait son idéologie. Parce que ce qui frappe surtout dans ces journaux juifs en Pologne, ce sont tous des journaux de grande information, mais tous derrière quand même une certaine idéologie. Que diriez-vous sur la qualité de ces journaux ? Eh bien, c'est comme souvent dans tous les journaux, il y a le meilleur et il y a le pire. Je pense qu'il y a plutôt le meilleur parce que la plupart des écrivains yiddish ont collaboré dans les journaux. C'est l'époque du feuilleton. Dusse Liederle soll gehen. Oi, oi, oi. Spiel, spiel, lass mir wo spiel. Weißt du, was ich mein und was ich lieb. Spiel, spiel, ein Liederle für mir. Spiel ein Lied mit Herz. A Liederle und Siffzen und Tränen. Spiel so ja Salle sollen hören. A Salle sollen sehen. Ich leb und singen gern. Oi, schönere noch und bessere Wiegen. Oi, oi, oi. Spiel. Spiel, spiel, a Liederle für mir. Spiel ein Lied mit Harfe. Lo mir singen Liederle zusammen, wie gute Freund, wie Kinder von einem Mammen, mein einziger Verlangen.
soll klingen frei und frau und alle Mensch Gesang, auch meine Gesang. Spiel, spiel, Glasner und Spiel, weißt du, was ich mein und was ich will. Spiel, spiel, ein Liederle fahre mir, spiel ein Lied mit Herz und mit viel. Ai, ai, mein einziger Verlang soll klingen frei und frank und alle Mensch Gesang, auch mein Gesang. Moi, j'ai un souvenir très personnel. Ma mère me racontait que à Varsovie, sa mère à elle ne savait pas lire le yiddish, mais elle savait surtout écouter. Et ça se passait à peu près toujours comme ça. Il y avait un feuilleton de je ne sais qui, enfin peu importe. Ma mère le lui lisait. Et ma grand-mère disait « Oi, 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 oi ». Elle suivait ça comme si c'était quelque chose d'extrêmement important. Et alors, comme c'était des feuilletons, d'ailleurs très souvent les romans de Schulemash sont d'abord parus en feuilleton. Donc on ne sera jamais étonné de voir un chapitrage qui fait 6 ou 7 pages et pas plus. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que quand ma mère finissait de lire, disons, le feuilleton, et le passage était à peu près suivant, et alors le futur assassin leva son couteau et Hemscher kommt, la suite au prochain numéro. Et ma grand-mère disait ma grand-mère disait « Oh là 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 là, oi, 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 qu'est-ce qui va se passer ?» Et on attendait avec impatience le lendemain, où dans le quotidien, on raconterait ce qui s'était passé. Quels étaient les grands journalistes yiddish de l'époque? Est-ce que vous avez à ce sujet quelques anecdotes à nous raconter? Oh ben il y en aurait beaucoup des anecdotes à raconter. Je crois qu'il y en a une qui est assez intéressante. C'est un homme qui s'appelait Finkelstein, qui a été à la fois un grand journaliste, un éditeur de journal, un patron de presse, et qui a fondé le Heint. Le Heint, ça veut dire aujourd'hui. Le Heint est paru à Varsovie. C'est son frère et lui, comment il s'appelait déjà, Finkelstein, je me souviens plus de son prénom, mais enfin, il s'appelait Neuer. Et ça a été un leader sioniste de très grand talent, qui a épousé différentes idéologies avant de devenir vraiment un sioniste bottin. Mais surtout, ça a été un homme très fier. Il a organisé des groupes d'autodéfense. Il a lutté contre le boycottage des Polonais. Les Polonais, à un moment donné, ne voulaient pas que l'on achète des produits chez les Juifs. Et lui, par la presse, par le Heint, s'est élevé violemment contre cela. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est une anecdote, disons une anecdote politique. En 1912, Neuer Finkelstein a aidé un député qui n'était pas juif, qui s'appelait Jagiello, qui a pu devenir son siège de député à Varsovie grâce à l'aide des masses juives. Pourquoi? Parce que contre Jagiello, contre ce député socialiste, s'élevait un député Endek. Les Endek, c'était ce que sont devenus les fascistes par la suite, c'est-à-dire des gens d'extrême droite, violemment antisémites. Et alors, ces Endek disaient, nous ne voulons pas que la Vistule devienne une rivière juive, nous ne voulons pas que ce soit le Jourdain. Et lui, grâce à ses journaux, grâce à son savoir-faire, a mobilisé l'opinion juive et a fait voter les Juifs pour Jagiello, si bien que le Endek n'est pas passé. Est-ce qu'il y avait, on parlait de capitalisme tout à l'heure, est-ce qu'il y avait une véritable concurrence entre les journaux et parfois des petites guerres? Bien sûr, mais ça c'est normal, c'est ce qu'on observe dans tous les dans tous les journaux, ce n'est pas une nouveauté. Mais enfin, il ne faut pas exagérer immodérément cette chose-là, parce que les tirages quand même étaient relativement petits, c'était pas des... Quelle était la proportion de juifs qui, à Varsovie par exemple, lisaient les journaux yiddish?
Je pense qu'il devait y avoir un lectorat de l'ordre de 200 à 250 000 lecteurs. Sur 350 000 habitants. Sur 350 000 habitants. Parce que tous savaient parler yiddish, mais tous ne lisaient pas, tous ne savaient pas lire. Faut pas. Il y a parfois une légende qu'il faut tuer. Il y avait quand même des analphabètes parmi les Juifs. Peu, c'est vrai. Bien moins que dans les autres communautés, mais quand même. Mais je voudrais quand même finir avec ce Finkelstein. C'est intéressant parce que, comme c'était un homme absolument irascible, il lui arrivait souvent de se fâcher avec ses propres amis. Et un jour, il est entré précisément en concurrence avec un journal qui s'appelait Das Jüdische Volk, c'est-à-dire le peuple juif, qui était également un journal sioniste. Das Jüdische Volk, le peuple juif, a fusionné avec le Heint. À ce moment-là, il s'est senti un petit peu dépossédé de son pouvoir et il a quitté. Vous parliez justement d'une fusion de journaux, donc ça existe, c'est un cas précis. Et dans les années 1926, il a donc quitté le Heint et il a fondé le Heint à Paris. Et le Heint à Paris était le journal le plus important de la presse parisienne et qui a paru jusqu'en 1940. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Henri Minzeles, la Pologne, vous l'avez dit tout à l'heure, a été le centre de la presse yiddish pendant une assez longue période, mais aussi, en quelque sorte, la matrice originelle de la presse yiddish en URSS et puis aux États-Unis. C'est exact. C'est à partir de ce qui s'est passé en Pologne que la plupart des écrivains qui écrivaient dans la presse yiddish, certains pour des raisons idéologiques sont partis en Union soviétique. Ça a été le cas d'un écrivain comme Moïse Koulbach, qui malheureusement d'ailleurs a mal fini là-bas puisqu'il est mort au goulag. Et ça a été aussi le cas pour des écrivains yiddish comme Scholemash ou comme Gladstein que j'ai cité il y a quelque temps, et ou d'autres encore, et qui sont partis aux États-Unis. Et c'est surtout ces fonctions du nombre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque vivaient 3 millions de Juifs en Union soviétique, et qu'aux États-Unis il y en avait près de 5 millions. Donc à partir de là, il était tout à fait normal que la presse yiddish, puisque les immigrants qui étaient venus aux États-Unis étaient un public yiddishophone, avant d'assimiler l'anglais, avant d'être en quelque sorte pris par la culture dominante, ils parlaient yiddish entre eux. Tout le monde a vu les films comme Esther Street, ou précisément ces rues où tout est libellé en yiddish. Et d'ailleurs, j'ai vu un film il y a pas longtemps qui s'appelle Ennemi, qui est tiré de Bashevis-Singer, d'un roman de Bashevis-Singer. C'est pas du sujet qui m'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces rues de l'époque où tout était libellé en yiddish. Il y avait quand même quelques mots anglais, il fallait très peu. Henri Minzeles, je vous remercie. Prochaine émission, nous parlerons de la presse yiddish en URSS. C'était l'aventure de la presse yiddish, une série d'émissions proposées par Radio Communauté Judaïque FM avec le concours de la Fondation Doron.